Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Nous parlerons politique. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la mise à disposition des listes électorales provisoires dans les différents centres d'enrôlement et de vote ce jeudi 20 juillet. La population est appelée à les consulter pour d'éventuels réajustements. Autre actualité désormais, plus aucun document de voyage en rapport avec la Covid-19, notamment une preuve de vaccination, un résultat négatif de test PCR ne sera plus exigé à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema. D'autres détails à suivre dans cette édition. Au-delà de nos frontières, nouvelle manifestation ce week-end à Dakar, la capitale sénégalaise, après que les autorités du pays aient interdit la manifestation d'investiture de l'opposant Ousmane Sonko. Des ustensiles de cuisine ont résonné pendant plusieurs heures dans la capitale. Le point dans un instant. De l'autre côté, en République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra n'est pas ralenti dans son élan pour la validation d'un nouveau projet de constitution. Malgré les multiples contestations, il a lancé samedi sa campagne présidentielle en prélude au référendum. C'est tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous, les précisions tout à l'heure. Politique, à l'entame de cette édition, les listes électorales provisoires pourront être consultées par l'ensemble de la population à partir du 20 juillet prochain dans les différents centres de recensement et de vote. Une information communiquée ce lundi par la Commission électorale nationale indépendante. L'organe appelle les électrices et électeurs à se rendre dans leurs différents centres d'enrôlement pour constater leur inscription effective sur la liste électorale provisoire et signaler les cas d'électeurs indûment inscrits ou indûment radiés de la liste. Des procédures de réclamation pourront également être entamées pour l'inscription des personnes régulièrement inscrites lors du recensement de 2023 mais omises de la liste, ainsi que le signalement des cas d'électeurs décédés après la clôture du recensement électoral. Les dates des élections demeurent pour le moment inconnues. On en parlait dans les titres également, la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 touche à sa fin au Togo. Désormais, à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema, les voyageurs ne sont plus tenus de présenter des documents relatifs au coronavirus lors de leur entrée ou de leur sortie du pays. Les détails de Bernard Quinvy. Le Togo lève toutes les restrictions aux frontières et à l'aéroport de Lomé. Selon les autorités sanitaires du pays, il n'est plus obligatoire de présenter désormais des documents liés à la Covid-19 lors des entrées et des sorties du Togo, ce qui signifie qu'aucune preuve de vaccination, résultat négatif de test PCR ou de test antigénétique n'est plus requis pour entrer ou sortir du pays. L'on peut tabler que la Covid-19 n'est plus d'actualité. Il convient toutefois de noter que les autorités togolaises recommandent aux voyageurs quittant le Togo de vérifier les exigences sanitaires en vigueur dans leur pays de destination et de s'y conformer. De plus, le gouvernement encourage vivement les voyageurs âgés de 12 ans et plus à se faire vacciner contre le coronavirus et à respecter les mesures d'hygiène en vigueur. Par ailleurs, selon le site d'information du gouvernement, à la date du 9 juillet 2023, le pays a enregistré depuis le début de la maladie 39 507 cas confirmés. Le nombre de personnes guéries de la maladie est de 39 214. 290 personnes par contre sont décédées. Elle fait plus de mal qu'on ne le pense. La chicha ou le narguilé reste la source de plusieurs problèmes de santé publique. La vente et la consommation interdites par les autorités togolaises. Promise Poumébé s'est intéressé aux conséquences de cette substance sur la santé et il nous propose le résumé dans le reportage qui suit. L'on constate depuis un moment l'essor des bars à chicha dans la capitale togolaise. Même si selon certains la toxicité ou non dépend des constituants du liquide contenu dans le dispositif, certaines recherches prouvent que le narguilé peut se révéler très nocif. Problème de santé publique, la chicha expose ses fumeurs et ceux qui les entourent à d'importantes quantités de fumée, surtout en raison de la durée des sessions de fumage en moyenne entre 40 et 60 minutes. La teneur en béryl
beryllium, chrome, cobalt, plomb et nickel restent élevées, voire même au-delà de celles de la fumée de cigarettes. Le Togo mettant en œuvre des dispositions nécessaires pour mettre fin au fléau des substances psychotropes, interdisant la vente et la consommation du narguilé, une descente inopinée sur le site de la foire Evala Akara a permis aux forces de sécurité de saisir une quantité significative de chicha exposée sur les lieux. Une intervention qui fait suite au rappel des règlements en vigueur contre les contrevenants par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Par ailleurs, une consommation régulière de chicha peut entraîner des maladies pulmonaires, cardiovasculaires, des problèmes de gencives, des infections transmissibles par la salive, voire même un risque accru de certains cancers comme ceux du poumon et de la bouche. Les employés œuvrant dans les entreprises encadrées par les dispositions de la zone franche travaillent dans des conditions très difficiles. C'est ce que révèlent certaines organisations de la société civile togolaise. Bernard Quinvy pour les détails sur le sujet. Vers la fin des années 80, le Togo s'est doté d'une zone franche qui a suscité de grands espoirs dans tout le pays. Elle est considérée comme un moyen efficace de lutte contre le chômage des jeunes. Malheureusement, ces dernières années, la médiocrité des conditions de travail dans les entreprises de ces espaces constitue le principal reproche des employés et de diverses associations. Dans ces circonstances, un employé de la société de transformation de plastique STP aurait rendu l'âme au nez et à la barbe de ses patrons le 5 juillet dernier selon le journal Le Populiste. Dans une autre société de transformation des produits plastiques NSTPP Agbatope, 2 agents auraient tragiquement perdu leurs doigts dans une machine ces 2 derniers mois. L'information est rendue publique par nos confrères du journal Liberté, ce qui témoigne une fois encore des situations de misère et de non-droit dans ces sociétés. Selon plusieurs associations et ONG, si certains employés ont droit au minimum conventionnel comme salaire, beaucoup comme les temporaires sont payés à la pièce. Pas de sécurité sociale, pas de comité de sécurité et de santé, encore moins d'assurance dans le cas où il y a risque d'accident de travail. Il faut nécessairement que le pouvoir public règle ces manquements dans les entreprises de la zone franche. Sujet éducation à présent, un enfant sur 5 dans le monde n'est pas scolarisé, mais en Afrique subsaharienne, c'est un enfant sur 3 qui n'a pas la chance de bénéficier d'une éducation scolaire. Ces chiffres sont de l'Institut des statistiques de l'UNESCO. Malgré les appels à améliorer les investissements dans le secteur, les résultats sont au point mort. Kofi Klégué. Un enfant sur 3 n'est pas scolarisé. C'est le chiffre de l'Institut de statistique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation UNESCO. Ce chiffre sous-entend que les filles sont plus exclues que les garçons. Pour un garçon sur 100 en âge de fréquenter le primaire, 123 filles sont privées du droit à l'éducation. Ainsi, l'Afrique subsaharienne a le taux le plus élevé d'enfants ne bénéficiant pas d'une éducation scolaire. Dans le monde, plus d'1/5 des enfants âgés d'environ 6 à 11 ans n'est pas scolarisé. Il est suivi par un tiers des enfants âgés d'environ 12 à 14 ans et près de 60% des jeunes d'environ 15 à 17 ans ne sont pas scolarisés. Pour corriger le tir, les chefs d'État et de gouvernement étaient d'accord en 2021 à Paris pour revoir leurs investissements dans l'éducation. Selon les objectifs de développement durable numéro 4, il est question d'assurer à tous une éducation de qualité, inclusive et équitable. Autrement dit, d'ici 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire, gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile et pertinent. À ce jour, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'éducation, surtout en Afrique subsaharienne, fait face à une demande croissante d'éducation. Puis, au-delà de nos frontières, l'appel de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à une manifestation pour dénoncer l'interdiction de son meeting d'investiture a eu écho favorable. Plusieurs habitants de certains quartiers de Dakar ont très vite fait d'emboîter le pas à l'opposant après que ce dernier ait frotté des ustensiles de cuisine pendant des heures devant son domicile. Les précisions. Les bruits de casseroles ont retenti samedi soir à Dakar et dans plusieurs localités à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko.
qui entendait faire passer un message au président Macky Sall. Selon le leader du PASTEF, le Sénégal a besoin d'apaisement, de stabilité, de tranquillité et de liberté. Au Parcelles Assainies, un quartier de la capitale, Malik Diédhiou a participé à ce concert. Nous sommes ici pour répondre à l'appel de ce concert de casseroles. Nous sommes des patriotes. C'est un message de paix et de non-violence. Nous espérons que nous serons entendus. Nous voulons profiter de cette occasion pour montrer notre mécontentement, car les agissements de l'État contre Sonko sont illégaux. Nous sommes derrière Ousmane Sonko parce que nous avons confiance en lui. Il est honnête et sincère avec les jeunes. C'est pour cela que nous avons répondu à son appel. En plus de Dakar, l'appel a bien été suivi dans les villes comme Ziguinchor et Mbaké. Il a été beaucoup moins dans d'autres localités comme Kolda et Rufisque, selon la presse locale. En République centrafricaine, alors que des voix s'élèvent contre le nouveau projet de constitution annoncé par Faustin Archange Touadéra, samedi, ce dernier a quand même lancé sa campagne présidentielle autour du projet. Ceci en prélude au vote référendaire censé avoir lieu le 30 juillet prochain. Un oui majoritaire lui permettrait de briguer un troisième mandat. Des partisans du mouvement Cœur Uni du président centrafricain étaient réunis samedi à Bangui à la faveur du top départ de la campagne référendaire. Le 30 juillet, en effet, les Centrafricains sont attendus aux urnes pour le vote d'une nouvelle constitution. En cas d'adoption, elle pourrait permettre à Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Aujourd'hui, je veux lancer un appel aux fils et aux filles du pays. Le vote référendaire vous donne l'occasion de décider d'un avenir meilleur pour le pays. Ne laissez pas passer cette opportunité de créer une nouvelle république à travers la Constitution. L'opposition accuse cependant Faustin Archange Touadéra, élu en 2016 puis réélu en 2020, de vouloir rester président à vie, ce que contestent ses partisans. Dans un pays en proie à la rébellion, le volet sécuritaire reste un défi de taille. La communauté des officiers pour la sécurité internationale a annoncé l'arrivée des centaines de combattants de Wagner pour sécuriser le vote référendaire. William Ruto, le président kenyan, rêve d'une Union africaine forte et autonome. Selon lui, ceci devra passer par une réforme profonde de l'organisation dont l'efficacité est depuis un moment sans cesse remise en cause. Un souhait qu'il a exprimé ce dimanche à l'apothéose de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Le point. Une Union africaine forte et autonome, c'est le souhait du président kényan. Dimanche à Nairobi, William Ruto a appelé à réformer cette organisation vieille de 60 ans, mais dont l'efficacité est très souvent mise en cause. Si l'Afrique veut bâtir une solide intégration avec notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, elle doit s'autofinancer, a-t-il dit. Le mouvement panafricain a toujours été axé sur la souveraineté et l'action. D'abord et avant tout, la dépendance chronique, même à l'égard de partenaires bien intentionnés, est tout à fait incompatible avec l'aspiration à l'indépendance, à la souveraineté et à l'action. C'est pourquoi je pense que nous devons prendre au sérieux les recommandations qui ont été faites pour faire de notre organisation une organisation autonome et une organisation financée par nous-mêmes. À la clôture de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les responsables des communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, William Ruto a également réitéré la nécessité d'une réforme de l'architecture financière mondiale. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même a dit que notre continent payait jusqu'à 8 fois plus que nos frères et sœurs d'ailleurs. Il sera plus juste d'avoir un mécanisme de financement qui traite tout le monde de la même manière.
Cette rencontre a été précédée de la 43e session ordinaire du Conseil exécutif qui s'est tenue les 13 et 14 juillet où il a été question d'examiner et d'approuver le budget de l'Union africaine pour 2024, d'évaluer la mise en œuvre de ces décisions et d'adopter de nouvelles décisions sur des questions de fond d'intérêt continental. Pendant ce temps, les perspectives de l'économie zambienne semblent encourageantes selon les informations du ministère en charge des finances du pays. Cependant, l'économie du pays devrait connaître un ralentissement cette année et ne croître que de 2,7%, des chiffres en baisse comparativement à l'année précédente. La croissance économique de la Zambie devrait ralentir en 2023. Selon le plan budgétaire publié par le ministère des Finances dimanche, la restructuration de la dette est en bonne voie, mais l'économie zambienne ne devrait croître que de 2,7% en 2023 contre 4,7% l'année précédente. Une situation due aux contractions des secteurs miniers et énergétiques qui pèsent sur la croissance. Après des années de négociations, la Zambie a conclu un plan de restructuration de la dette avec le Fonds monétaire international, FMI, devant permettre aux pays en défaut de paiement depuis 2020 d'économiser 7,65 milliards de dollars d'ici 2026. Le plan budgétaire prévoit une croissance de l'économie zambienne de 4,8% en 2024, de 4,3% en 2025 et de 5,0% en 2026 sur la base de l'amélioration des conditions macroéconomiques et de la mise en œuvre des réformes. La dette extérieure de la Zambie a atteint 20,9 milliards de dollars à la fin de 2022. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un décaissement immédiat de 189 millions de dollars en faveur de la Zambie à la fin de la semaine dernière. Nouvel accord stratégique entre l'Union européenne et la Tunisie. Les deux entités se sont convenues d'un partenariat stratégique ce dimanche. Le document porte principalement sur 5 piliers, dont la lutte contre la migration irrégulière. Les précisions. L'Union européenne et la Tunisie ont conclu dimanche à Tunis un partenariat stratégique. Le document porte sur 5 piliers: la stabilité macroéconomique, le commerce et les investissements, la transition énergétique verte et l'immigration, entre autres. La Tunisie étant devenue une plaque tournante des candidats au départ vers l'Europe via la Méditerranée. Nous allons donc travailler avec la Tunisie sur un partenariat opérationnel de lutte contre la contrebande. Nous allons également renforcer notre coordination sur les opérations de recherche et de sauvetage. Et nous avons convenu de coopérer sur la gestion des frontières, la lutte contre la contrebande, le retour et le traitement des causes profondes dans le plein respect du droit international. Pour cela, nous mettrons à disposition plus de 100 millions d'euros de fonds européens. Ce soutien à la protection des frontières européennes contre le flux de migrants permet à Tunis de bénéficier de l'appui de l'Union européenne sur le plan macroéconomique. Nous allons ouvrir une fenêtre Tunisie dans le programme Erasmus+, d'une valeur de 10 millions d'euros pour stimuler les échanges d'étudiants. Nous travaillons déjà sur plusieurs projets comme Elmed, le câble sous-marin reliant la Tunisie à l'Italie et fournissant de l'électricité à l'Europe. Nous investissons ici plus de 300 millions d'euros dans ce projet et ce n'est qu'un début. L'UE a promis aussi une aide budgétaire directe de 150 millions d'euros en 2023, alors que la Tunisie, étranglée par une dette de 80% de son PIB, est à court de liquidités. Ainsi se referme donc cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, bonne suite de soirée chez vous.